Les Titans, évidemment, de Vangelis, le grand compositeur Vangelis. Et puis là, c'est l'hommage à Alexandre. C'est la musique du film Alexandre d'Oliver Stone, qui est sorti en 2004, qui raconte évidemment de la vie d'Alexandre le Grand. Et n'oublions pas quand même, parce que c'est ce qui me ravit quand il a rencontré Diogène qui était dans son tonneau. Il lui dit: alors Diogène, que veux-tu? Et l'autre lui dit: ôte-toi de mon soleil. Magnifique. Hein, quand même formidable. Et alors voilà, avec Franck Ferrand, on va raconter son histoire, celle de Colbert et puis plusieurs autres. Et Colbert, vous avez vu qu'il est en ce moment très contesté. Oui, on dit non, Colbert, il a été esclavagiste, donc même Jean-Marc Ayrault demande que les lieux de l'Assemblée nationale, enfin, on va pas rester dans la cancel culture, mais enfin vraiment, il y a de quoi dire. Mais auparavant, Céline, on va donc parler de ce grand Alexandre. Et oui, on va donc en parler avec l'historien Franck Ferrand André Berkoff qui publie Portraits et Destins, un livre donc coédité par Perrin et Historia dans lequel il raconte des énigmes, des mystères et des sujets donc qui ont bouleversé l'histoire. Alors bonjour à vous Franck Ferrand. Bonjour à vous deux et bonjour à tous. Bon, commençons donc cette émission en parlant effectivement du dieu guerrier. Alors Alexandre, il est resté effectivement le plus fameux et le plus romanesque des grands conquérants de l'histoire. Franck Ferrand, expliquez-nous pourquoi. C'est un personnage comme on n'en peut pas imaginer. Vous savez, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et c'est ce qui me plaît, moi, dans l'histoire. C'est que nous avons comme ça un certain nombre de figures dont on serait bien en peine d'imaginer le destin. Regardez ce jeune prince, qui est quand même le fils de Philippe II de Macédoine, un personnage très important, qui a fondé toutes les bases de ce qui va devenir plus tard l'empire d'Alexandre. C'est quelqu'un qui est à la fois kalos, kagatos, comme disaient les Grecs. C'est-à-dire qu'il est très beau. Pas besoin de vous dire qu'Alexandre était une espèce de dieu grec absolument sublime. Il avait une allure divine. Divine, il était d'une beauté, on dit des yeux d'un bleu vert extraordinaire, une musculature incroyable, bon bref. Et en même temps, il était très bon au sens grec du mot, c'est-à-dire qu'il avait une intelligence préhensive des choses, qu'il comprenait, qu'il avait un instinct, bref, une espèce un peu, en apparence comme ça, d'être parfait. Après, que va devenir cet être parfait au contact des réalités, c'est une autre affaire. À l'instant, André parlait de l'anecdote avec Diogène, que je trouve magnifique. Diogène qui est sans aucun ego. Et pourquoi? Parce que nous appellerions-nous ego, qui n'a aucune forme d'ambition, qui est simplement là pour respirer la vie et qui ne tolère pas que ce grand souverain vienne se mettre dans son soleil. Bon. Mais il y a un autre philosophe qu'on ne peut pas ne pas évoquer lorsqu'on parle d'Alexandre le Grand, c'est Aristote, bien sûr, car son précepteur, mais vous imaginez, c'est-à-dire que on peut dire que toutes les fées se sont penchées sur ce berceau-là. Avoir comme précepteur d'Aristote. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné alors, Aristote? Il lui a enseigné le sens du réel d'abord. Alors ça n'empêche pas Alexandre d'avoir par ailleurs un esprit poétique très poussé. On dit qu'il jouait extrêmement bien de plusieurs instruments. Il connaissait évidemment l'Iliade entière par cœur. Il avait une passion, vous savez, pour Achille notamment. Mais ce qu'a enseigné Aristote ce qu'a essayé d'enseigner Aristote à Alexandre, je dis essayé parce que je crois que ça n'a pas été son élève le plus docile, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le sens du réel. Et c'est vrai qu'Alexandre le Grand, dans les décisions qu'il aura à prendre au fur et à mesure de ses conquêtes, aura constamment à l'esprit une forme de réalisme, c'est vrai. Et je pense notamment à la grande offensive contre l'Empire achéménide. Comment expliquer que les phalanges macédoniennes, tellement inférieures en nombre, tellement superficielles au regard de l'immense organisation de l'Empire perse, comment expliquer qu'elles en soient venues à bout? Eh bien peut-être par un mélange d'audace extrême, ça c'était le tempérament d'Alexandre, et de grand respect de la réalité, ça c'était peut-être une part de l'enseignement d'Aristote. On peut dire que ce fut l'un des plus grands stratèges de l'histoire, Alexandre. Alors, je ne sais pas si c'est un stratège au sens moderne du mot. Il serait sans doute largement battu par un certain nombre de nos stratèges plus récents. Et évidemment, on pense tout de suite à Napoléon. Simplement, il avait cette capacité de... D'abord, il bénéficiait d'un instrument extraordinaire, c'est-à-dire une armée
incroyablement affûté, qui avait été préparé pour la conquête par son père et par son grand-père avant lui déjà. Et puis, il y avait chez lui cette sorte d'audace qui fait que, à la fois charisme et audace, il était capable de galvaniser ses troupes et en même temps, il était capable de leur donner des objectifs que aucun de ses généraux n'aurait ne serait-ce qu'imaginé. Et oui, effectivement, on dit de lui qu'il possédait effectivement ce don de pousser les gens à se dépasser. Oui, c'est ça. Je pense que vous entendiez un discours d'Alexandre, là, sur son cheval, avec son armure d'or, ça devait être extraordinaire. J'allais dire les gamins, les soldats qui étaient là n'avaient qu'une envie, c'était de mourir pour lui, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, cette capacité d'entraînement, c'est, d'une façon générale, et pour tirer vers le général, c'est ce qu'on attend d'un homme d'État. D'un chef, oui. D'un chef, absolument. C'est la base essentielle, c'est cette capacité à aider les gens à se dépasser eux-mêmes, à leur faire accomplir des objectifs dont ils n'auraient même pas rêvé. Eh bien, de ce point de vue, Alexandre, et je ne voudrais pas non plus être trop laudatif, parce qu'évidemment, à côté de ça, il y a de gros défauts chez Alexandre, hein, il a fini mal d'ailleurs. Mais en tout cas, surtout qu'à une époque, on l'a quand même présenté comme le boucher des peuples, en quelque sorte. Oui, alors disons qu'il était très peu économe du sang humain. Mais il faut remettre ça dans le contexte des guerres antiques. On est au IVe siècle. Il faut relativiser par rapport où on était, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'effectivement, cette notion de vie humaine n'avait pas du tout le sens que nous lui donnons, nous. Peut-être sommes-nous allés, nous, trop loin dans le sens inverse, d'ailleurs, avec ce qui se passe en ce moment. On peut se poser la question. Ouais. Alors, nous parlons de sa personnalité exceptionnelle. À qui la doit-il, en quelque sorte? Il la doit à son père et à sa mère. Il s'est construit contre son père et dans l'ombre d'une mère qui était possessive et castratrice par ailleurs. C'est un personnage assez effroyable et qui, en même temps, lui a donné une sorte d'assurance absolument phénoménale. Il était galvanisé lui-même, Alexandre, et donc il était capable, en quelque sorte, de se croire invincible, et il savait qu'il remontait par les rois d'Épire, pensait-il, il remontait jusqu'à des origines mythologiques, et il se croyait, il était convaincu lui-même de descendre d'Achille. Ah oui, c'est incroyable. Vous dites que sa mère, effectivement, lui a voué un amour solaire. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Il y a eu aussi, peut-être, et ça c'est très important, il y a eu la volonté chez Alexandre de faire oublier le règne de son père. Il le détestait, en fait. En fait, c'est une sorte d'Oedipe mal gérée, l'histoire d'Alexandre le Grand. Pourquoi? Il y avait une revanche. Il a rejeté, dès l'âge de 5 ou 6 ans, son père. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Je pense qu'en fait, il a été de ce point de vue-là très, très entraîné par sa propre mère. C'est-à-dire que elle était elle-même mal mariée, si je puis dire. Elle avait le sentiment d'une forme de mésalliance, d'avoir épousé ce petit roi de Macédoine. Elle était convaincue que tout ce qui venait de sa propre lignée était très supérieur. Vous savez qu'elle était constamment entourée de mages, d'astrologues, elle venait etc., de très haute lignée. Oui, bien sûr. Et je pense qu'elle a enseigné, elle a inculqué à son fils peut-être un peu la haine de son père. Oui, il faut rappeler qu'elle a été répudiée à une époque et qu'elle s'est vengée violemment. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu les Atrides, cette affaire. Et on peut dire d'Alexandre le Grand qu'il est le produit de tout ça, incontestablement, mais pas seulement. Et ça, c'est très intéressant lorsqu'on évoque les héros de l'histoire, c'est qu'ils ne sont pas seulement le fruit de leur famille, de leur culture, de leur enseignement. Ils sont capables de se dépasser, eux aussi. Et ils sont capables de créer autre chose. Je crois qu'il y a chez Alexandre le Grand la notion de destin. C'est le titre de ce livre, Portraits et Destins. Mais vous savez, vous illustrez parfaitement une phrase de Sartre, à qui l'on demandait toujours, Sartre, vous avez écrit sur la liberté, 400 bouquins. Mais en une phrase, si vous aviez à définir la liberté, que diriez-vous? Et il dit, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Ah voilà, eh bien, vous résumez exactement la situation. Je cherchais justement une phrase d'Aristote qui est dans le texte, là, mais que je n'ai plus à l'esprit. Mais en tout cas, je crois que c'est ça. C'est vrai que il y a chez Alexandre
la volonté de surpasser Philippe, son père. Il y a la volonté de s'inscrire, de satisfaire en quelque sorte, de réaliser le rêve de sa mère, Olympias. Et à propos de son père adolescent, Alexandre a dit ceci, vous le citez dans votre livre: « Mon père va poursuivre ses conquêtes de telle manière qu'il ne me restera plus rien à accomplir. » Il a peur en fait qu'il aille trop loin, et vous savez... Or, il a eu quelle victoire il a eu, Alexandre. Enfin, quand on fait l'inventaire, extraordinaire. C'est quand même fabuleux. Rappelez-les juste... C'est-à-dire qu'Alexandre se lance à l'assaut de l'Orient et il va littéralement couvrir l'ancien monde, tout le monde connu de sang. En tout cas, de sa puissance. Et c'est une conquête immense. C'est le premier. Il va aller jusqu'aux rives de l'Indus, vous savez. Il est sur les contreforts de l'Himalaya à la fin. Et lui prétend aller encore plus loin dans le Pendjab. Et là, ce sont quand même ces généraux qui n'en peuvent plus. Ce sont ces hommes qui l'a porté vraiment trop loin et qui lui font comprendre qu'il est temps de rebrousser chemin et que cette espèce de souffle doit un petit peu refluer. Alexandre est d'abord et avant tout le vainqueur de l'Empire perse, de ce qu'on appelle l'Empire achéménide. Il a vaincu Darius Ier. C'est une victoire absolument extraordinaire à Gaugamel. Et cette victoire lui a donné en quelque sorte un ascendant sur l'ensemble des royaumes d'Orient. Et c'est toute la partie orientale du bassin méditerranéen qui va se retrouver ensuite sous l'emprise de la civilisation grecque à travers les généraux d'Alexandre devenus peu à peu les rois de ces différents pays. Et c'est l'origine du royaume séleucide, du royaume des Ptolémées d'Égypte, etc. Donc tout ça est né d'Alexandre. C'est la pensée grecque qui va s'étendre sur l'Orient. Mais en même temps, si j'ose dire, pour employer une expression qui maintenant est un peu connue. Déjà connue, oui. On peut dire en même temps qu'il a recueilli l'héritage oriental et qu'il a tenté la synthèse Orient-Occident. Il a voulu créer une civilisation qui serait en quelque sorte le mariage de ces deux influences. Il n'y est pas arrivé, vous savez. Il est devenu lui-même une sorte de caricature de souverain oriental et c'est la civilisation grecque qui l'a, si je puis dire, emporté notamment à Alexandrie, une des villes d'Alexandrie qu'il a fondée sur l'ensemble des territoires qu'il avait conquis. Et oui, alors il meurt à 33 ans, très jeune, après avoir conquis donc le monde entier. 33 ans. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où est son tombeau, Franck Ferrand. Alors ça, c'est un des fantasmes des archéologues depuis le 19e siècle. Vous savez, on cherche le tombeau d'Alexandre et celui qui retrouvera la trace du... Jackpot, on dit, vulgairement. Et oui. En tout cas, au fil des siècles, Alexandre a inspiré effectivement de nombreux conquérants. Parlons à présent d'un autre célèbre personnage de l'histoire de France. Il fut le plus grand serviteur de Louis XIV. Alors Alexandre, c'est pas l'histoire de France. Là. Pardon, bien sûr. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des chapitres qui sont empruntés à l'histoire de France et d'autres à l'histoire du monde. Alexandre, c'est un tout petit peu quand même, là où vous avez raison, c'est un tout petit peu l'histoire de France, parce que c'est cette histoire occidentale qui nous a tellement imprégné néanmoins. Eh oui. Alors parlons à présent effectivement du plus grand serviteur de Louis XIV. Aucun ministre ni aucun chef de gouvernement n'a eu autant de pouvoir que lui en France. Je veux bien entendu parler de Colbert. Expliquez-nous effectivement, racontez-nous qui est Colbert d'abord. Qui est-il et quel poste il a cumulé à cette période? Colbert est un fils de drapier. C'est un Rémois, c'est un bourgeois. Il ne faut jamais négliger cette dimension-là, dans une époque où l'aristocratie tient le haut du pavé, bien entendu, et encore du temps du grand ministre de Louis XIII, du temps de Richelieu, l'essentiel des postes de la haute administration, et a fortiori les ministères, étaient tenus par de grands aristocrates. La bourgeoisie quand même, et ça faisait longtemps, depuis le règne de Philippe le Bel, beaucoup plus depuis celui de Louis XI, la bourgeoisie
bourgeoisie s'était fait une place dans cette haute administration royale. Et on peut dire de Colbert qu'il est la quintessence même de ces grands commis de l'État issus de la bourgeoisie et qui vont conquérir une forme de noblesse. C'est toute l'histoire de la noblesse, de ce qu'on appelle la noblesse de robe, par opposition à la noblesse d'épée. Et le clan Colbert, parce qu'il n'y a pas seulement Jean-Baptiste Colbert, celui que nous connaissons, et celui qui, depuis quelques mois, fait l'objet d'attaques et de scandales, à cause du code, tout simplement du code noir. Du code noir, oui. Mais il n'y a pas que Jean-Baptiste Colbert, il y a toute sa parentèle. Il y a Colbert de Croissy, il y a Colbert de Seignelay, donc frère, fils, neveu, cousin. Il a placé tout le monde dans tous les rouages et il a fait du clan Colbert, en quelque sorte, la cheville ouvrière de la monarchie française pendant toute la première partie du règne de Louis XIV. Vous savez, le règne de Louis XIV est très long. Louis XIV naît en 1638, il meurt en 1715. Il accède au pouvoir à titre personnel à la mort de son parrain et principal ministre Mazarin en 1661. Donc vous imaginez bien que de 1661 à 1715, ça fait 54 ans. Ce règne de Louis XIV, il ne peut pas être envisagé d'un seul bloc. Et il y a, je dirais, le grand règne glorieux, celui des conquêtes et des fondations, celui de la haute administration. Et puis ensuite, le règne un peu plus difficile de la guerre contre l'ensemble de l'Europe pour maintenir les fameuses conquêtes, de la révocation de l'édit de Nantes et du départ de toutes les forces vives protestantes, de la contestation à tous les niveaux et des deuils dans la famille. Bref, ces deux règnes, en quelque sorte, ils ont pour pivot l'année 1683. L'année 1683, c'est celle où meurt la reine Marie-Thérèse, mais c'est aussi celle où meurt un certain Jean-Baptiste Colbert. On pourrait dire d'une certaine manière que Colbert, tant qu'il aura vécu, a porté chance à Louis XIV et qu'une fois disparu, du temps de Louvois et des autres, eh bien ça s'est passé nettement moins bien. Vous pourriez dire que ça a été un des meilleurs ministres de l'économie que la France s'est connue? Alors, c'est toujours un peu délicat de dire ça parce qu'il est évident que Colbert est l'incarnation même d'une certaine doctrine, qui est une doctrine mercantiliste qu'on appelle donc le colbertisme. Il s'agit en quelque sorte de rapporter le plus de devises possible, on importe le moins, on exporte le plus. Et on essaie de faire de l'espionnage industriel, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser tous les savoir-faire de l'extérieur, des autres pays, pour les reprendre à son compte et pour le leur vendre ensuite. Les Chinois d'aujourd'hui. Ah ben, écoutez, là, vous m'enlevez la bouche, ça ne vous rappelle rien. Je pense que les grands élèves de Colbert sont les membres de l'actuel Parti communiste de Pékin. Et qui, effectivement, a appris donc à Colbert toutes ces ficelles de la politique Alors, plusieurs maîtres, mais le principal, évidemment, c'est Mazarin. Vous savez, sur son lit de mort, Mazarin va dire au jeune Louis XIV, Louis XIV a 23 ans au moment de sa mort, et Mazarin lui dit « Sire, vous m'avez tout donné ». Entre parenthèses, il s'était largement servi au passage, il n'avait pas attendu qu'on lui donne. C'est que Mazarin confondait volontiers ses caisses avec celles de l'État. « Sire, lui dit-il, vous m'avez tout donné, mais je crois m'acquitter un peu en vous donnant Colbert. » Et Colbert était en quelque sorte le petit génie qu'il avait façonné dans ses bureaux pour l'offrir au roi lorsque lui-même ne serait plus là. Ah oui, et Colbert lui-même, sur son lit de mort, effectivement, déjà, il avait refusé de recevoir Louis XIV et il aurait dit, selon ses proches, « J'ai tout donné de moi au roi, qu'il me laisse au moins ma mort. » Oui, alors tout ça, il était un peu amer. Il est mort très amer, mais pour des raisons qui sont liées à une forme, non pas de disgrâce, car jamais Louis XIV n'a disgracié Colbert, mais à une forme de relégation. Il était un petit peu mis dans les marges à la fin. Louis XIV était tombé sous l'emprise du grand ennemi de Colbert. En même temps, ça n'était que justice, si je puis dire, puisque Colbert avait fait tomber Fouquet. Complètement, vous savez. Il avait armé le dossier contre Fouquet. Et bien là, d'un seul coup, ça s'est retourné quelques décennies plus tard contre lui. Cette fois, c'est Louvois qui l'a fait tomber. Et c'est vrai qu'à la fin, il n'a pas refusé de recevoir Louis XIV, mais il a refusé de recevoir son messager. Oui. Ok, eh bien, il meurt le 6 septembre 1683 à l'âge de 64 ans. Et à sa mort, eh bien, Colbert, son cercueil sera insulté par le peuple.
Franck Ferrand, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va parler de la plus grande énigme de l'histoire de France et d'une grande révolte au XVIIe, digne de celle des Gilets jaunes. Alors à tout de suite. Voilà, vous avez évidemment reconnu Lully, l'un des grands musiciens sous Louis XIV, Jean-Baptiste Lully, la marche des Turcs, rien à voir avec Erdogan, je vous rassure, tout de suite. Alors Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, maître de musique de la famille royale, Lully bien sûr, mais en même temps, il n'y avait pas que la musique. La musique adoucit les mœurs, mais pas ceux qui étaient les laissés pour compte, les misérables, les serfs de l'époque, il faut le dire. Et il y a eu des soulèvements extrêmement importants à cette époque. Le Boulonnais en 1561, Laval, l'Auvergne 1503, le Béarn, la Bigorre et Bordeaux, et des mouvements vraiment très forts à Lyon, dans le Vivarais. Et il y a eu ce qu'on appelait à l'époque pas encore des jacqueries, mais elles étaient là. Et alors, Céline, il y en a une particulière que raconte Franck Ferrand dans son livre. Et oui, il en raconte plusieurs, et notamment celle-ci. Il s'agit donc de la guerre des sabotiers en Sologne dans les années 1650. Effectivement, on va en parler tout de suite avec vous, Franck Ferrand. Vous en parlez dans votre livre Portraits et destins, un livre coédité par Perrin et Historia. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette révolte à l'époque ? Au départ, c'est une simple histoire monétaire. C'était l'affaire du liard, on appelle ça. C'est une toute petite monnaie de bonze dont l'État avait exigé qu'elle soit utilisée dans certaines transactions mineures, et ça a agacé un peu les gens sur place. Mais si j'ai écrit ce chapitre, qui au départ était un article pour Historia, c'est parce que on était à l'époque où j'ai écrit ça, en plein dans la question des gilets jaunes. Il n'était plus question d'ailleurs que des gilets jaunes, et j'étais frappé de voir que un certain nombre de nos commentateurs et de nos hommes politiques disaient: on n'a jamais vu ça, c'est une révolte qui naît sans chef, qui se cherche un chef, etc. Mais il n'y a eu que ça dans l'histoire. Ça n'a rien de nouveau, ce phénomène. Les jacqueries, les rebelles, les émeutes, ce qu'on appelait les émotions populaires. C'est joli, les émotions. Les émotions populaires. Émotions, au sens propre du mot. Les choses qui bougent, quoi, en fait. Ces petites révolutions, plus exactement ces révoltes, elles ont toujours existé. En l'occurrence, la grande révolte de Sologne, celle que je raconte, qu'on a appelée la guerre des sabotiers, date de 1658. Vous voyez qu'on est 3 ans avant la prise de pouvoir par Louis XIV. Ça n'est pas un hasard. Si vous regardez dans l'histoire les moments de ces grandes rebelles ou de ces grandes émeutes, c'est systématiquement dans des moments d'affaiblissement du pouvoir. Et lorsque l'État se cherche, lorsque l'État est en défaut d'autorité, ce qui évidemment, en l'occurrence, était directement lié aux conséquences de la fronde, on devrait même dire des frondes, qui s'étaient déroulées quelques années plus tôt. À chaque fois que l'État n'est pas assez fort, eh bien, ce qui normalement ne serait que des soubresauts très vite écrasés ou très vite étouffés, prennent de l'importance, finissent par s'auto-entretenir, et alors on est à la recherche d'un chef. Et en l'occurrence, le chef, on l'a trouvé en la personne d'un certain marquis de Bonneson qui s'appelait Gabriel de Jaucourt. Alors lui, évidemment, il a payé pour tous les autres, c'était souvent comme ça. Mais en tout cas, les émeutiers, tous ces sabotiers, comme on les appelle, alors inutile de vous dire qu'ils étaient loin d'être tous sabotiers. On les appelait comme ça à l'époque parce que justement les paysans portaient des sabots. Voilà. Et quand ils défilaient, quand ils manifestaient, si j'ose dire, ils frappaient très fort ces sabots. Ça devait faire un bruit effroyable et résonner dans les villes, vous imaginez. En l'occurrence, ça a dû marquer l'inconscient collectif. C'était pas les sabots d'Hélène de Georges Brassens. Non, c'était des sabots moins élégants. Et ces sabotiers, ils vont essayer de trouver quelqu'un qui puisse les représenter et qui puisse en quelque sorte faire valoir leurs revendications auprès du pouvoir, en l'occurrence de l'intendant. Dans le détail, donc, quelles étaient leurs principales revendications alors? Mais vous savez, ils n'ont pas. C'est ça aussi, ça m'a fait beaucoup penser. Je vous avoue que dans ce chapitre, je me suis pas mal amusé, si on peut dire, à faire des comparaisons et des parallèles. Aux Gilets jaunes. On parle des Gilets jaunes, bien sûr, parce que c'est un peu la même histoire. Les Gilets jaunes, vous vous rappelez, on n'arrêtait pas de dire, mais alors on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas les mêmes revendications selon les régions et selon les périodes dont on parlait. Ils n'avaient même pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes revendications. Parfois, elles étaient même carrément antinomiques. Même chose avec ces sabotiers
de Sologne. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont malheureux. Ils ont l'impression de n'être pas entendus. Ils ont l'impression d'être écrasés d'impôts. Oui. Et voilà. Et donc, ils cherchent tous les moyens. Et là, en l'occurrence, Mazarin s'y connaissait pour ce qui est des impôts. Hein, donc, c'est pas un hasard, là non plus. Il s'agissait de renflouer les caisses de l'État, dont le moins qu'on puisse dire est qu'à l'époque, elles étaient déjà très vides. C'est la révolte des peuples un peu écrasés. Et donc, ce sont des peuples qui ne sont pas entendus, qui sont malheureux, qui mangent mal, etc. Et qui, au bout d'un moment, en ont assez. Et donc, que veulent-ils ? Eh bien, c'est ce que vous voulez. Ils voudraient que ça aille mieux. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils avaient obtenu donc à l'époque ? Ils n'ont rien obtenu. Rien. La répression a été terrible. Bien sûr. Ouais. Non, mais alors la différence entre l'ancienne monarchie française et notre actuelle République, c'est que à l'époque ça rigolait pas, si je puis dire. Hein. Et toutes les insurrections, les jacqueries de l'époque ont été écrasées. Écrasées. Alors, vous savez, on connaît les fameux les mots de Madame de Sévigné, très célèbres, lorsque se rendant à son château des Rochers en Bretagne, elle dit les arbres de ce pays ploient sous le poids des pendus, parce qu'il y avait une révolte et on avait pendu tous ceux qu'on appelait les meneurs. À tort ou à raison, on ne s'embarrassait pas de trop grosses formes de procès, inutile de vous dire. C'est clair. Et le chef du mouvement donc sera condamné à mort. Oui, c'est ça. alors lui, exécution publique, comme il est noble, lui, il va être décapité. Et évidemment, là, il s'agit d'utiliser le supplice comme un avertissement pour éviter que d'autres ne prennent exemple. On va passer peut-être à une... Et oui, on va parler maintenant, Franck Ferrand, effectivement, de la plus grande énigme de l'histoire de France, l'énigme Louis XVII. Alors, qui était-il ? Ça, c'est la plus grande énigme. C'est un sujet. J'ai toujours été frappé par ça. Vous savez, moi, j'ai passé une partie non négligeable de mon temps à étudier des énigmes. J'ai fait des enquêtes toute ma vie. C'est ce qui me passionne. Je suis venu à l'histoire. On me dit toujours, alors, est-ce que vous êtes venu à l'histoire plutôt par Alain Decaux, plutôt par... Non, par Sherlock Holmes. Moi, je suis venu par Sherlock Holmes, par Colombo et par Maigret, hein, et par Hercule Poirot. Moi, c'est l'enquête qui m'a toujours intéressé. C'est élémentaire, mon cher Ferrand. N'est-ce pas ? Et vous savez que le mot même d'histoire, historia, ça vient d'enquête. Hein. L'histoire d'Hérodote, c'est une grande enquête. Bon. Et cette dimension-là m'a toujours passionné. Et pour tout vous dire, j'ai toujours été un peu étonné qu'on s'arrête sur cette affaire de Louis XVII. Et puis, en creusant les choses, on se rend compte que c'est assez normal, somme toute, puisque tous les éléments sont là pour faire une très grande histoire. Vous avez cet enfant, d'abord c'est un enfant, cet enfant qui est le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, leur deuxième fils. Hein. Vous savez que le premier était mort pendant la réunion des États généraux à Versailles en mai 89. Et ce petit garçon, donc Louis-Charles, que sa mère appelait Chou d'amour, va devenir le petit dauphin. Et il accompagne la famille royale dans son calvaire. D'abord les Tuileries, puis la résidence surveillée aux Tuileries, puis les Feuillants, puis carrément la tour du Temple. Et évidemment, en 93, au début de l'année, son père est guillotiné. À la fin de l'année, sa mère, 21 janvier et 16 octobre. Et on va lui cacher cela. Et alors bien sûr, on ne le lui dit pas. Il est au courant de la mort de son père, mais il n'est pas au courant de la mort de sa mère. D'ailleurs, on raconte, c'est terrible, c'est sa sœur, Madame Royale, qui beaucoup plus tard racontera que quand il rentrait de promenade, il déposait sur le seuil de leur mère, de Marie-Antoinette, donc un bouquet de fleurs, sans savoir qu'elle n'était plus de ce monde. Bon. Et en tout cas, est-ce qu'il le savait ? Il est probable qu'il ne l'ait pas su. Et puis cet enfant, il est censé être mort au Temple en juin 1795. Bon, ça c'est c'est la légende officielle. Ouais. Voilà, c'est la légende ou réalité, j'en sais rien. Quelles sont les autres thèses ? Sur ce sujet-là, moi je n'ai pas d'avis. D'habitude, j'ai des avis très tranchés, mais c'est un des très rares sujets sur lequel je suis très très réservé. Le doute persiste. Il y a un doute. Il y a un doute incontestable. Alors, mais quelles sont les autres thèses alors aujourd'hui ? Il y en a beaucoup. Ouais. En l'an 2000, on a fait une étude ADN. Vous savez, c'est le professeur Cassimant sous l'égide de Philippe Delorme qui avait monté ça à l'époque, et les études ADN en question ont montré que les restes du cœur prélevés sur l'enfant du Temple par le chirurgien Pelletan, donc au moment de l'autopsie, ces restes présentent bien un ADN mitochondrial conforme à celui de Marie-Antoinette. Donc, il s'agirait bien de l'enfant du Temple, donc le petit Louis XVII, puisqu'on l'appelle Louis XVII à partir de la mort de son père Louis XVI, pour les royalistes bien sûr, ce petit dauphin, ce petit Louis XVII serait bien mort au Temple. Sauf que
vous avez des gens qui ont étudié ça, des érudits qui sont ce qu'on appelle les survivantistes, qui vous disent que les deux cœurs, celui du frère aîné mort pendant les États généraux et celui de Louis XVII, se retrouvaient sur les étagères de Monseigneur de Quélen, à l'époque archevêque de Paris, au moment du sac de l'archevêché en 1830. Et que donc, il aurait pu y avoir confusion des deux cœurs et que celui qui a été analysé pourrait être celui du premier dauphin. Donc, il reste un tout petit, pas très important, mais un tout petit doute qui permet à ceux qui veulent croire que cet enfant a été sauvé de continuer à s'accrocher à leurs rêves. C'est une possibilité. Et moi, j'ai eu l'occasion, pour l'émission L'Ombre d'un doute que je présentais, vous savez, sur France 3, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des descendants de Charles-Guillaume Naundorf, qui, dans les années 1830, est venu réclamer, est venu revendiquer... En disant Louis XVII, c'est moi. Et voilà, mais il n'est pas le seul. Ils ont été très nombreux. De plus de 200 prétendants, vous imaginez. Et il n'y a quasiment pas de semestre sans qu'on nous apporte une nouvelle thèse. Et moi, j'en reçois constamment. Alors on nous dit, finalement, il s'est enfui, il vivait en Argentine. D'autres nous disent, mais non, pas du tout, il est allé... C'est l'auberge espagnole du fantasme. Oui. C'est formidable comme histoire. Mais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a parfois, je dois reconnaître, des histoires qui sont assez troublantes. On peut se poser parfois quelques questions. Et il avait quel âge au moment s'il est mort en 93? 10 ans. Il avait 12 ans, oui, 12 ans. Une dizaine d'années. 10 ans. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, ces 10 années sont, on peut dire... 85-95, 10 ans. On peut dire que ce sont vraiment les plus cruciales de l'histoire de France, en quelque sorte. C'est le moment où l'histoire bascule, en tout cas, c'est la chute de ce régime millénaire. Sûr, oui, donc évidemment, ça n'est pas rien. Et vous savez, il faut se mettre aussi peut-être à la place des gouvernants révolutionnaires, et notamment du Directoire, puisque nous parlons de 1795, pour les dirigeants du Directoire. Que faire de cet enfant qui, pour des foules entières, y compris au cœur même du pays, de la toute jeune République, je parle de la Vendée, bien sûr. C'était encore la légitimité. Évidemment, et toute la Bretagne, etc. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il est le roi légitime. Et cette République est dans un état de très grande fragilité, pour 1000 raisons, dans lesquelles je n'aurai pas le temps d'entrer là aujourd'hui. Mais on peut comprendre, en tout cas, que les gens se soient posés de sévères questions. Non, c'est très fort cette histoire. Et à l'époque, il a été, il faut l'expliquer, complètement rééduqué, cet enfant. Oui, alors l'enfant, alors ça c'est la partie historique, c'est bien avant sa mort officielle. Il a été confié précisément à un sabotier, vous voyez, aux époux Simon, qui étaient de bons républicains, des gens du peuple, on peut même dire très populos, et qui se sont mis en tête d'en faire un bon petit républicain, etc. Donc on lui a appris à jurer, à cracher, à boire, que sais-je. C'est pas un moment très agréable, il faut bien le dire. Et pire que cela, vous savez que cet enfant, on l'a fait témoigner contre sa propre mère. Ça, c'était une chose absolument... lors du procès, absolument effrayante. Et là encore, il faut comprendre que à partir du moment où sont totalement perturbés tous les repères. Les choses les plus impensables, les choses parfois même les plus odieuses finissent par arriver. Vous savez, j'entendais notre chère Stéphanie Bataille qui se plaignait du caractère inhumain de ce qui se passe dans nombre de nos hôpitaux et qui disait mais comment peut-on en quelque sorte atteindre à de tels sommets d'inhumanité dans une civilisation qui, pensait-on, au contraire, avait fait de l'humanité une valeur. Mais c'est qu'à partir du moment où les repères commencent à vaciller, tout est possible. Et je pense que dans les temps pour le moins troublés que nous vivons en ce moment, ce vacillement-là doit nous préoccuper au premier chef. On est bien d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse faire machine arrière, hélas. Mais en tout cas, on doit pouvoir faire en sorte... C'est une question de polarité, en quelque sorte. Non, mais on peut quand même se dire, je ne sais pas si c'est machine arrière ou pas, on peut quand même se dire que peut-être on pourrait considérer que nos aînés ne sont pas seulement un rebut qu'il s'agit de mettre à la poubelle. J'emploie exprès des termes assez forts, parce qu'il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire que la technologie et le progrès ne doivent en aucun cas empêcher que certaines règles, encore une fois, on n'est pas sous Hitler ni sous Mussolini, on n'est pas en dictature, donc on peut peut-être garder un certain nombre de précautions. Et je dirais d'humanité, c'est vrai, il y a ça. Oui, c'est-à-dire que la précaution, je pense que la précaution n'est pas trop en cause en l'occurrence, puisque au contraire, c'est au nom de la précaution que les mesures dont on parle. Mais en tout cas, l'humanité, oui. Je dis ça parce que c'est vrai que dans le cas du petit Louis XVII, on est tombé très
très loin dans l'inhumanité, incontestablement, mais encore une fois, on avait tout fait sauter, on n'avait plus de repères, les gens étaient aux abois, et on essayait, quand je dis on, les gouvernants républicains de l'époque essayaient de sauver un régime qui était en très 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 mauvaise posture. Oui, en tout cas, il faut le rappeler, cette affaire Louis XVII passionne toujours autant le monde entier. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Franck Ferrand, et on va parler de l'histoire la plus burlesque arrivée à un président de la Troisième République. Alors restez avec nous, car elle vaut vraiment son pesant d'or. Monsieur Paul Deschanel, désormais immortel, il vient de faire un tour plein d'adresse et plein d'humour, allant à Montbrison par la portière du wagon. Il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'est épatant mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. Le garde-barrière du patelin, en le voyant si gandin, lui posa cette question: quelle est votre profession? Et Popol répliqua: je suis le chef de l'État. L'autre pensa: c'est Charlot qui prépare un numéro. Eh bien non, c'était pas Charlot qui préparait un numéro, c'était bien le président de la République de l'époque, Paul Deschanel, qui un soir s'est retrouvé effectivement en pyjama sur les rails. Il est tombé d'un train, c'était le 23 mai 1920. Ce fait divers, Franck Ferrand, vous le relatez donc dans votre livre Portraits et Destins, coédité par Perrin et Historia. Comment cet incident a-t-il pu se produire? C'est incroyable. Bien, si vous écoutez la chanson qui s'appelle il est verni le président, on a l'impression que ce monsieur était à moitié fou. Oui. Qu'il avait complètement perdu la raison, qu'il avait, comme nous dirions-nous aujourd'hui, pété les plombs, et que il avait confondu la porte des toilettes dans le train avec la porte qui donnait sur les rails, et voilà, il est descendu. Heureusement, c'était un train présidentiel qui de nuit roulait lentement. Donc le président en tombant ne s'est pas fait très mal, un peu d'ailleurs, mais très peu. Bon. Et il a été récupéré par le garde-barrière et son épouse qui était sidérée. Quand il leur a dit je suis le chef de l'État, évidemment, vous imaginez comme... Ils l'ont pas cru. Ben non, c'était un peu compliqué. Et puis en même temps, ils ont vu, la dame a dit j'ai bien vu qu'il avait les pieds très propres. Et alors il faut croire qu'à l'époque c'était une singularité. Hein. En tout cas, ils ont fini par le croire. Bref. On a fait passer ce pauvre Paul Deschanel pour un malade mental. On dit qu'il avait reçu une délégation diplomatique à l'Élysée tout nu avec le grand cordon de la Légion d'honneur. On dit qu'il courait après les canards dans la mare du parc de l'Élysée, etc. La réalité est différente. Quelle est-elle? La réalité, j'essaie de montrer ça, c'est que ce président avait une conception très arrêté de la fonction présidentielle. Et on est à l'époque sous la Troisième République. Ouais, et sous cette Troisième République, le président, vous savez, comme selon l'expression du général, inaugurait les chrysanthèmes. Bon. Ouais. Et donc, il ne faisait certes pas grand-chose. Il ne faisait pas grand-chose sur un plan politique, puisqu'on est dans un régime parlementaire où tout est fait à la Chambre et que le gouvernement lui-même est l'émanation de la majorité parlementaire et que c'est le président du Conseil, donc le chef du gouvernement, qui dirige le pays. Bref. J'allais dire Poincaré. Deschanel, mais Poincaré aussi avant lui, mais Deschanel est convaincu que ça ne convient pas, que le président de la République doit être un chef d'État à part entière et qu'il doit conduire notamment la diplomatie, etc. Il était un peu avant-gardiste. Ouais. Le problème, c'est que quand il s'est retrouvé à l'Élysée, il a vu deux choses. Il avait une très grande carrière. Hein. C'était un monsieur qui avait, vous avez vu, l'extraordinaire pédigré qu'il avait. Il avait eu de très hautes responsabilités pendant très longtemps. C'était pas du tout n'importe qui. Homme d'une grande intelligence par ailleurs. Et quand il arrive donc à l'Élysée, il se rend compte d'abord qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il n'y a aucun moyen de changer les institutions. Il est coincé dans les institutions telles qu'elles sont. Il est bien obligé d'en passer par les volontés du Parlement et du gouvernement. Et d'autre part, il se rend compte que son agenda est beaucoup plus rempli, beaucoup plus fourni que ce qu'il pensait. Et on lui colle des obligations qui en quelque sorte sont presque insurmontables du matin au soir. Et il va faire ce que nous appellerions-nous un burn-out. Et c'est d'ailleurs, quand vous voyez ce qui lui est arrivé, on voit, c'est exactement la formule du burn-out. J'allais dire le type, ce monsieur n'en peut plus, en fait. Bon. Et la vérité derrière, c'est que Paul Deschanel a été élu en 1920. Il a été élu contre un certain
Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, le père La Victoire, qui était convaincu qu'il allait être... Tout le monde s'attendait à sa victoire. Oui. Et Clemenceau, vous savez que ça l'a quasiment tué, cette histoire. Hein. Il a survécu 4 ans à cette affaire, mais il était tellement sûr d'être président de la République que cette humiliation, il l'a vraiment très mal vécue, et il s'est arrangé pour qu'on liquide l'image de son de son remplaçant, je ne sais pas comment dire, de celui qui était à sa place. De l'usurpateur à ses yeux. Et donc, les patrons de presse, les chansonniers, etc., étaient stipendiés par l'entourage de M. Clemenceau pour tourner en ridicule, ce qui certes est une anecdote pas très reluisante, mais qui ne méritait pas cette volée de bois vert. Vous savez que finalement, Deschanel a été obligé de démissionner, il a quitté l'Élysée, remplacé par Mitterrand, etc. Et résultat, effectivement, il est resté 7 mois et 3 jours président de la République. Non, c'est amusant. À l'époque déjà, vous voyez, les fake news fonctionnaient bien. Hein. Mais oui, bien sûr. Quand on dit c'est les réseaux sociaux, on n'avait pas besoin de réseaux sociaux pour ça. Et vous connaissez la formule de Beaumarchais, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que 100 ans plus tard, puisque c'était en 2020, en 1920, 1920 maintenant on peut dire 101 ans plus tard, l'image d'un président complètement fou qui tombe tout seul du train est demeurée. Et donc, on ne peut pas aller contre une image populaire, surtout quand l'humour et les chansonniers s'en sont mêlés, en fait. Oui, c'est ça, et c'était la doxa, et c'est vrai que, mais pour la majorité des gens aujourd'hui, quand on parle de Deschanel, c'est ce fou qui a... Ce foldingue. Alors qu'en fait, après la présidence, il reprend des fonctions très très importantes, et on se rend compte qu'il tient ses conseils d'administration impeccablement, etc. Il était tout sauf fou. Il a fait un burn-out, c'est tout. Mais justement, Franck Ferrand, peut-être parler un peu de... on en a un tout petit peu parlé au début, mais cette espèce, aujourd'hui, il y a autre chose. On blanchit pas, on salit un certain nombre de gens, c'est-à-dire que, rétrospectivement, au lieu de remettre les événements dans leur contexte... Ils ont fait ce qu'on appelle la téléologie. Voilà, c'est-à-dire on repeint, et regardez ce qui se passe avec Colbert, dont on veut supprimer les statuts face à l'Assemblée nationale, etc. Regardez ce qui se passe avec beaucoup de gens. Regardez, on va pas s'apesantir, regardez même ce qui se passe avec vous. On dit tel est de droite, tel est de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raisonne en fonction d'étiquettes qui ne veulent strictement plus rien dire. Comment vous réagissez à cela ? Je pense que c'est une question, là encore, de polarité et de dynamique. Quand vous analysez une situation politique ou sociale, ce sont les deux notions qu'il faut avoir à l'esprit. Où se concentre la force et dans quel sens s'exerce-t-elle ? C'est cette conception et cette notion des rapports de force qui permettent de comprendre une situation politique. Eh bien, sur un plan culturel, et au-delà même de la culture, sur un plan, j'ai presque envie de dire, de l'univers mental, sur un plan mental, il y a, un peu comme en météo, vous savez, il y a des dépressions et des anticyclones. Quand vous êtes sûr de vous, heureux de vos valeurs, quand vous êtes plein d'assurance et de dynamisme, vous êtes dans un anticyclone. Il fait beau, si je puis dire. Et puis, quand vous commencez à douter de vous-même, quand vous ne connaissez plus vos origines, quand vous ne savez plus quelles sont les raisons d'être des institutions, de la culture, etc., eh bien, il y a une sorte de dépression qui s'inscrit. Et il ne faut pas s'étonner que d'autres cultures plus fortes à ce moment-là, et notamment des cultures revendicatives, qui sont pour la reconnaissance de dommages qui ont été causés. Je pense à l'esclavage, au colonialisme, etc. C'est tout le côté des minorités et autres qui arrivent. Et vous avez des minorités qui sont très sûres d'elles, très fortes, qui veulent aller très loin, face à une majorité très molle qui ne sait plus qui elle est. Eh bien, il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que les uns prennent la place des autres. Franck Ferrand, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, donc Portraits et Destins, est coédité par Perrin et Historia. Je rappelle aussi que tous les dimanches à 14h, vous êtes sur CNews, dans la belle histoire de France, aux côtés de Marc Menant et Christine Kelly. On va parler de Charlemagne dimanche. Exactement. Tout de suite, c'est Brigitte